c'est que le genou a 3 positions de stabilité. Il y a une stabilité maximum qui est la stabilité en extension, et puis il y a 2 positions de stabilité relative que nous décrirons ensuite. Il faut bien comprendre que le ligament est un appareil inextensible et que toute tentative de mise en tension excessive de l'appareil ligamentaire va aboutir à la rupture. En extension, il s'agit d'une position de stabilité par excellence. On dit même que le genou est inviolable. En effet, le genou en extension, qu'il s'agisse d'une sollicitation dans le plan frontal ou une sollicitation dans le plan antéro-postérieur, toutes les formations capsulo-ligamentaires sont tendues et on ne peut mobiliser l'articulation. Si on cherche à aller vers l'hyperextension, vous voyez la mise en tension des coques condyliennes, et ces coques condyliennes empêchent l'hyperextension ou la limite. Bon, alors tout ça, c'est dans le cas du genou en extension ou en hyperextension. Mais lorsque le genou est en flexion et qu'il est déverrouillé, alors comment peut-on garder la stabilité? Il existe au niveau de la stabilité passive du genou sur un genou déverrouillé 2 positions de stabilité, qui sont des positions de stabilité relative et qu'on appelle valgus, flexion, rotation externe, et varus, flexion, rotation interne. Voyez un genou en flexion de 30 degrés. Les coques condyliennes sont détendues et vont permettre une mobilité en rotation au niveau du genou. Dans la position valgus, flexion, rotation externe, vous voyez que le ligament latéral interne se met en tension, mais qu'il n'autorise pas un mouvement important du condyle sur la glène tibiale. Vous voyez qu'à la limite de la coque condylienne interne et du ligament latéral interne, le point d'angle postéro-interne est très sérieusement mis en tension et c'est généralement lui qui va se déchirer le premier lorsqu'on va forcer sur ce mouvement de valgus, flexion, rotation externe. Ne soyez pas troublés par la tuméfaction qui apparaît à ce niveau. Il s'agit d'un genou arthrosique avec un ostéophyte. Nous avons retourné la pièce anatomique pour vous montrer comment se comportent les ligaments externes dans cette position de valgus, flexion, rotation externe. Voyez le ligament latéral externe, il a une direction oblique en bas et en arrière. Nous allons maintenant étudier la position de varus, flexion, rotation interne. Je fais tourner le fémur puisque c'est le segment tibial qui est fixé. En position de varus, flexion, rotation interne, voyez que le ligament latéral externe a une direction oblique en bas et en avant. Il est en tension maximum et les formations antéro-externes qui sont situées en avant du ligament latéral externe qui partent du condyle externe pour se diriger au bord supérieur du plateau tibial sont elles aussi en tension maximum. Vous avez pu remarquer qu'en passant de ces 2 positions extrêmes, le ligament latéral externe change son orientation d'une position oblique en bas et en arrière, il passe à une position oblique en bas et en avant. Et vous comprenez alors que si vous examinez à 30 degrés de flexion le genou en position de rotation nulle, le ligament latéral externe est lâche et ceci explique l'existence physiologique d'une laxité externe
à 30 degrés de flexion. Tout ce que l'on vient de voir se rapporte à la physiologie des plans périphériques. Mais comment interviennent les ligaments croisés dans la stabilité du genou? Alors c'est une question très importante puisque le pivot central reste l'élément dominant de cette stabilité articulaire, mais pour des raisons de commodité cinématographique, nous allons être obligés de vous le montrer uniquement en flexion à 90 degrés. Vous voyez que ce genou a bien travaillé puisqu'il s'agit d'un genou arthrosique avec une usure complète du cartilage sur le condyle interne. Le ménisque interne a totalement disparu. Il reste néanmoins 2 ligaments croisés de bonne qualité et vous voyez que ce pivot central va intervenir tout d'abord dans la stabilité antéro-postérieure. C'est le ligament croisé antérieur qui interdit la subluxation ou la luxation antérieure du plateau tibial par rapport au condyle, mais voyez inversement que c'est le croisé postérieur qui empêche le recul des plateaux sous le fémur. Ce pivot central va intervenir aussi dans la stabilité en rotation, et si nous reprenons nos positions de stabilité relative en flexion, vous constatez que sur un genou en varus, flexion et rotation interne, le ligament croisé antérieur s'enroule autour du ligament croisé postérieur. Il se met en tension maximum et cette position de varus, flexion, rotation interne sera une position de stabilité tout à fait efficace, le ligament étant tendu à la limite de la rupture. Si maintenant on place le genou en valgus, flexion et rotation externe, voyez cette fois-ci que le ligament croisé antérieur est complètement détendu, le genou est dans une position de stabilité relative car les ligaments se sont décroisés et le genou est décoapté. Nous allons vous montrer ce qu'il advient de la stabilité fémorotibiale à partir du moment où on coupe le ligament croisé antérieur. Je sectionne ce ligament en plein corps. On voit que le condyle passe en arrière du plateau tibial externe en forçant cette position de varus, flexion, rotation interne, mais il ne faut pas oublier que nous avons resséqué les formations antéro-externes et que ces formations antéro-externes participent toujours à la rupture du ligament croisé antérieur dans cette position de varus, flexion, rotation interne. Nous allons vous montrer maintenant ce qu'il se passe lorsqu'on force sur la position de valgus, flexion, rotation externe. Nous plaçons donc le genou en position forcée de valgus, flexion, rotation externe. Le ligament latéral interne se met en tension et cette tension va aller jusqu'à la rupture. Le genou se déboîte, passe par-dessus la corne postérieure du ménisque interne et voyez que le ligament croisé antérieur se rompt dans ce mouvement forcé de valgus, flexion, rotation externe. Nous allons vous montrer sous une autre incidence comment se produit la luxation postérieure du condyle par rapport au plateau tibial interne dans cette fameuse triade interne. Le ligament latéral interne a été sectionné, le condyle se luxe en arrière, le ligament croisé antérieur est rompu, il saute par-dessus la corne postérieure du ménisque interne et se luxe en arrière.
Voilà donc pour cet important dossier concernant le genou. Et la connaissance de la topographie vivante est tout à fait essentielle pour vous, pour les kinésithérapeutes. Nous allons donc vous proposer, en compagnie d'un chirurgien, le professeur Philippe Segal, un sujet à la frontière du cours médical, mais à la limite, cela ne fait pas de mal de revoir en détail l'anatomomorphologie du genou. Nous avons étudié précédemment l'anatomie sur des pièces de dissection. Le kinésithérapeute doit être capable de transmettre ces notions d'anatomie avec son doigt au travers de la peau sur le sujet. Nous allons donc étudier l'anatomie morphologique du genou et nous allons étudier en 3 phases. Tout d'abord la face antérieure du genou, puis la face interne, puis la face externe. Sur la face antérieure, le repère essentiel va être la crête tibiale que l'on sent sous le doigt comme une lame de sabre. On note avec son crayon dermographique la crête tibiale et on va sentir que très rapidement elle va bifurquer et elle va s'élargir pour former la tubérosité tibiale antérieure. Sur cette tubérosité tibiale antérieure vient s'insérer le tendon rotulien et juste au point d'insertion sur la tubérosité, on a un premier repère qui est extrêmement douloureux dans les tendinites d'insertion inférieure du tendon rotulien. On va ensuite, de part et d'autre, palper les reliefs des berges du tendon rotulien, ce qui va nous amener progressivement sur l'insertion rotulienne du tendon. Il y a là un repère très important qui est marqué par la pointe de la rotule. La grande majorité des tendinites rotuliennes chez le sportif se retrouve juste au niveau de la pointe de la rotule. Puis on va palper les berges rotuliennes, berges internes, l'angle supéro-interne, le bord supérieur, la berge externe et l'angle supéro-externe. On se porte alors sur la face interne du genou et on va repartir de l'épiphyse tibiale, la tubérosité, et on va sentir en arrivant à ce niveau-là une ligne horizontale qui se prolonge vers l'arrière et qui devient un peu moins nette à cet endroit-là, qui est le bord supérieur et postérieur du plateau. Pour retrouver le tibia, on va reprendre la crête postéro-interne, l'évasement de l'épiphyse tibiale, et on a donc la forme du tibia. On sent très bien sous le doigt, juste dans l'angle postéro-supérieur, l'insertion du tendon du demi-membraneux. On revient en avant, dans l'angle supéro-interne de la rotule, on a la saillie du condyle, la berge du condyle est extrêmement tranchante, elle arrive à être tangentielle au plateau, et puis elle remonte en arrière, comme ceci. À mi-distance entre la berge antérieure et la berge postérieure, on rencontre une saillie arrondie qui est le tubercule condylien interne. Sur ce tubercule condylien interne vient s'insérer le ligament latéral interne
Et on sait que si l'insertion supérieure est sur le tubercule, l'insertion inférieure se fait pratiquement à l'aplomb de la berge postéro-interne du tibia. Il suffit donc de tracer une ligne verticale qui descend au niveau de la berge postéro-interne et on sent très bien sous le doigt le relief du ligament latéral interne, en particulier au niveau de l'interligne. Par ces repères osseux, le fémur, le tibia et le ligament latéral interne, on délimite deux triangles, l'un antérieur et l'autre postérieur, qui représentent les zones de palpation du ménisque. Dans le triangle antérieur, on va palper la corne antérieure et le segment moyen du ménisque interne. Dans le triangle postérieur, on va pouvoir enclaver son doigt et palper la corne postérieure du ménisque interne. Sur le trajet du ligament latéral interne, on aura 3 points précis qui seront des repères importants. L'insertion haute du ligament latéral interne, l'interligne fémoro-tibiale interne à l'intersection du ligament latéral interne et les insertions basses avec les rapports avec les tendons de la patte doigt. Au niveau de la face externe, on reprend le même cheminement à partir de la tubérosité tibiale antérieure. On a la sensation de dépression dans la loge musculaire antéro-externe, ce qui permet de délimiter le bord supérieur de la loge antéro-externe et d'aboutir à un tubercule qui est le tubercule de Gerdy. Sur ce tubercule de Gerdy, on va avoir l'insertion inférieure du fascia lata. Si on remonte un peu plus haut sur cette tubérosité externe, on va ressentir le bord antérieur du plateau tibial externe et pouvoir ainsi dessiner à peu près de la même façon le bord supérieur du plateau tibial externe. Lorsqu'on prolonge la crête supérieure et au-delà du tubercule de Gerdy, on sent la masse dure et arrondie de la tête du péroné qui se rétrécit rapidement pour retrouver le col du péroné. Et lorsqu'on met son doigt à la face postérieure et supérieure du col du péroné, on sent rouler sous le doigt le nerf sciatique poplité externe, ce qui déclenche quelques sensations désagréables au patient. On revient maintenant sur l'interligne fémoro-tibiale et on va dessiner la berge externe du condyle externe qui arrive tangente à la rotule pour donner l'interligne fémoro-patellaire externe. Et lorsqu'on prolonge la palpation vers le haut, c'est la berge externe de la trochlée qui sera encore plus palpable plus facilement lorsque le genou est plus en flexion. On prolonge le condyle vers l'arrière, mais là, la palpation devient un peu plus difficile et on a du mal à déterminer le bord postérieur du condyle externe. De la même façon qu'en dedans, on va palper juste au milieu de ce condyle la saillie du tubercule condylien externe. Ce point va nous donner la direction du ligament latéral externe, palpé de la tête du péroné au tubercule condylien externe. On va palper tout en arrière une saillie tendineuse qui est le tendon de la longue portion du biceps. Un peu au-dessus, on a le bord postérieur du fascia lata. Le bord antérieur du fascia lata sera plus facile à mettre en évidence contre résistance.
Oui, les points douloureux méniscaux seront situés dans le triangle antérieur ou dans le triangle postérieur, avec tous les éléments du complexe poplité arqué qui seront situés en arrière du ligament latéral externe. Pour bien étudier l'interligne externe, il faut placer le membre inférieur dans la position décrite par Cabot. Dans cette position en rotation du membre inférieur, on ouvre l'espace fémoro-tibial externe et on va avoir une palpation extrêmement aisée du ménisque externe. Et si on déplace son doigt vers l'arrière, la route est barrée par un ligament latéral externe extrêmement tendu et parfaitement palpable sur toute sa longueur. Au-delà du ligament latéral externe, on palpe le tendon du biceps, mais beaucoup plus postérieur. Nous n'allons pas quitter le genou et nous allons retrouver Xavier. Alors vous savez maintenant, lorsque Xavier est sur notre plateau, cela signifie que nous allons aborder la page pratique, c'est-à-dire toutes les nouveautés et les petites choses qui peuvent, ou grandes choses d'ailleurs, qui peuvent vous faciliter la vie, avec trois nouveautés cette fois-ci, ce trimestre. Une attelle de genou, un sac pour les kinésithérapeutes qui fréquentent spécialement les terrains de sport, et puis un catalogue bien pratique. Alors, l'attelle de genou, dites-nous ce qu'elle a de nouveau. Alors, cette attelle, elle vient du Canada via la Belgique. Elle a l'avantage d'être légère, elle est fabriquée d'après un moulage de la jambe du patient, donc très confortable, et surtout, elle a une articulation polyaxiale, c'est-à-dire qu'elle reflète exactement les mouvements du genou en flexion et rotation. Et ça, c'est vraiment tout nouveau. Donc en post-opératoire... On va le montrer comme ça aussi. Voilà. En fait, le mouvement. D'accord. En post-opératoire, pour reprendre une activité physique et sportive, elle est vraiment idéale. Et en plus, remboursée par la sécurité sociale. Et pour la petite anecdote, on peut même choisir ses couleurs. Ce qui est tout à fait important, je veux parler du remboursement par la sécurité sociale. D'accord. Alors, le sac. Le sac, enfin une véritable mallette de sport, de voyage pour le kinésithérapeute quand il va partir en déplacement avec son